science donne en effet, aujourd'hui, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire cette possibilité, ce sont des mots qu'il faut mettre entre guillemets à chaque fois, d'améliorer, d'augmenter l'être humain. C'est compliqué de penser à améliorer l'être humain, alors je ne sais pas tout à fait ce que c'est l'être humain, augmenter la mémoire, alors je ne sais pas exactement ce que c'est la mémoire. Mais voilà, c'est pourquoi c'est une idéologie, c'est un discours qui a traversé la décennie et qui est un discours plutôt adolescent. Je pense qu'on peut le dire et on peut le voir dans les films. Et dans l'histoire du cinéma, ces sujets, on peut le voir a priori, je pense, dans les trois formes. La première, c'est les films qui montrent la construction, par exemple la fabrication d'un être, qui n'est pas forcément un être humain. Et là, je pense par exemple, ça a commencé très tôt, des années 10. Il y a un film allemand qui s'appelle Homunculus. Et en Allemagne aussi, il y a dans les années 28 et 30, il y a deux films qui s'appellent Arraoun, Mandragore, avec Brigitte Helm, qui est très connue, c'est l'actrice qui a fait Metropolis avec Fritz Lang. Et donc là, on est dans la fabrication des êtres de façon artificielle. Mais le classique, le grand classique de cette branche, c'est sans doute Frankenstein en 1931. Là, on est dans la fabrication d'un corps avec des morceaux d'autres. Donc, je pense que les liens avec Second, c'est très évident que l'on va y revenir. Dans cette même branche, on peut parler par exemple des livres du Dr Moreau, qui a connu 5 films, je pense. Deux films très vieux des années 10, 20, que je pense que personne ne connaît. Moi-même, j'ai pris des morceaux de ces films. Et après, il y a un film en 1932, un film des années 70, et John Frankenheimer a fait sa version des livres du Dr Moreau en 1996, avec Marlon Brando et Bacchino. Donc ça, c'est une façon d'aborder le sujet. Il y a une autre, un peu plus directe. On peut voir ça dans des films comme Ces enfants qui venaient impossibles, des boys impossibles, des Chappelle, en 1977, je crois. Et là, on voit les médecins Gregory Peck qui joue le rôle de Joseph Mengele, le médecin nazi, qui va au Brésil pour essayer de manipuler génétiquement les enfants et pour construire, pour fabriquer le Hitler. Bon projet, pourquoi pas. Dans ce même genre, on peut voir que les films les plus connus, c'est le film de 99 de Anthony Nichols et Gattac. C'est un film qui aborde très clairement la question de l'eugénisme, de l'amélioration des compétences de l'être humain pour donner une société qui ne fonctionne pas finalement. Et il y aurait peut-être un troisième groupe de films. Et l'année dernière, justement, pour parler des transhumanismes, on a vu ici Évolution, je ne sais pas si vous connaissez ce film, de Lucille Hatzilagioti, réalisatrice française. Et là, on ne voit pas tout de suite le transhumanisme. De la même façon que je crois, on ne le voit pas tout de suite dans cette course. Et pourtant, je crois qu'il y a des choses fondamentales qui peuvent nous permettre une lecture transhumaniste, on va le dire comme ça, de ces films. Mais bon, ça, on va les développer petit à petit. Je voudrais commencer peut-être pour, je pense que je peux faire peut-être une présentation en général du film, et du contexte du film. J'ai dit juste avant que c'est, si tu me corriges, si je me trompe, mais je pense que ce film sort. C'est un moment qui est plutôt étrange, c'est-à-dire que les cinémas classiques hollywoodiens étaient déjà terminés, 59-60, et les nouvelles Hollywood n'avaient pas encore commencé. Et donc, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être par là. Et après, alors, je veux, ouais. Déjà, bonsoir à tous. Tout ce que tu as, j'ai appris plein de choses en tout temps. J'avais envie d'intervenir parce que je pense juste à un cinéaste que tu n'as pas mentionné qui est David Cronenberg. Ah oui. Alors, comme tu es ultra précis, tu vas me dire que ça n'allait pas du tout, mais par rapport à ce que tu m'as dit, je pensais que Vidéodrome existait, c'était des films qui posaient aussi cette question d'augmentation de la technologie. On en parlera sans doute après. Oui, là, juste pour comprendre, c'est le réalisateur post-humaniste, juste je les vois plutôt dans les cyberpunk, par exemple, carrément Vidéodrome et Existence, et dans d'autres films, il est plutôt ce que j'appelle la transgression des frontières. La nouvelle chair. Voilà. Alors moi je vais dire des choses beaucoup plus simples, d'augmenter juste la vision qu'on a du film. Qui l'a découvert parmi vous ce film? Ah ouais. Donc j'imagine que ça a été un choc, non? En fait, il ne faut jamais oublier ça quand on découvre Seconde de John Frankenheimer, c'est un espèce d'objet, il y a la déco dedans, je crois.
qui a une espèce d'objet qui est inclassable, en fait, et qui, encore aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, a gardé pour moi toute son étrangeté. Et ce qu'on peut peut-être dire sur ce monde, alors tu as raison, ça je reviendrai après sur la... Attends, je vais prendre ton micro. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je m'entendais, en effet, d'augmenter moi-même mon micro. Et non, ce qu'il faut effectivement rappeler, c'est la position du film. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent un tout petit peu l'histoire du cinéma américain, mais 66, c'est un moment qui est un moment passionnant. On dirait que tous les moments du cinéma américain sont passionnants, mais celui-là en particulier, parce qu'on est effectivement coincé entre... Alors là, pour le coup, c'est la queue de comète du cinéma classique américain. Alors après, on peut avoir des débats à plus finir pour savoir à quel moment le cinéma classique américain s'est arrêté. Alors certains disent que c'est 57, la fin du désert, d'autres disent que c'est Liberty Valence en 62, d'autres disent, Bogdanovich disait c'est Liberty Valence parce que la même année, il y a eu le film de Ford et il y a eu l'arrêt par les studios Warner de Bugs Bunny. Pour lui, c'était vraiment la fin de l'ancien Hollywood. Donc chacun situe la fin du cinéma classique américain, grosso modo, entre la fin des années 50 et début des années 60. Mais il ne faut jamais oublier que cette fin de l'âge classique du cinéma américain, elle n'est pas uniquement liée à un problème formel, à une réflexion esthétique bouillonnante interne de cinéastes qui se disent il est peut-être temps de changer. Il y a beaucoup de facteurs qui se passent, aussi bien politiques, sociaux, y compris économiques. Il faut rappeler que l'arrivée de la télévision aux États-Unis a un développement absolument considérable entre la fin des années 50 et le début des années 60. La télévision est regardée comme une espèce d'objet, une attraction un peu lointaine, en gros au début des années 50, et devient quelque chose de totalement majoritaire au début des années 60. Donc le cinéma américain, il est aussi perdu parce qu'il est en train de perdre, les salles perdent un nombre de spectateurs absolument incalculable. Donc c'est toute cette histoire de ce moment 63-64 où pour lutter contre la perte des spectateurs, l'hémorragie des spectateurs au début des années 60, certains studios essaient de trouver différentes solutions pour lutter contre ça, parce qu'à l'époque la télévision noir et blanc, première diffusion d'un film à la télévision aux États-Unis, c'est en 63-66, première diffusion des Oscars en couleur à la télévision. Donc 63, on fait déjà des films en couleur, 3 ans avant Seconde, mais à ce moment-là, les studios américains essaient de trouver d'autres techniques en se disant comment lutter tout simplement contre la déperdition, l'hémorragie des spectateurs dans les salles de cinéma. Et bien il faut qu'on propose des choses que la télévision ne propose pas. Donc c'est le moment où on a des inventions techniques par moment assez folles. La 3D, elle ne date pas il y a 12 ans, la 3D date évidemment des années 50 comme une réponse à l'émergence de la télévision, la question du cinérama, il y a plein de choses qui sont imaginées pour que le spectateur ait le sentiment de voir quelque chose au cinéma qu'il ne peut pas voir à la télévision. Cléopâtre par exemple, en 1963, bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est la fin d'âge du cinéma classique américain. Le cinéma tente d'endiguer cette espèce d'hémorragie et n'y arrive pas vraiment, en réalité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a quand on prend cette fin des années 50? C'est aussi la fin d'une génération de cinéastes, il faut quand même le dire. C'est une génération de cinéastes qui sont nés souvent à la toute fin du 19e. Ford, Hawks, Alan Dwan, William Wellman, tous ces gens-là, ils sont nés avant. Et puis, c'est une autre génération qui n'a plus rien à voir, qui a fait autre chose avant de faire du cinéma, et ils arrivent en fin de parcours. Certains ils vont jusqu'à la fin des années 60, début 70, mais c'est la fin de cette génération-là. Et puis il y a une autre génération qui va arriver, qui est née, en grosso modo, entre 25 et 35, à laquelle appartient John Frankenheimer, qui est né en 1930, à laquelle appartiennent des gens comme Jerry Chadber, Sidney Lumet, Robert Mulligan, Alan Pakula, je sais pas, Robert Altman, Sam Peckinpah. Il y a toute une catégorie de cinéastes qui sont nés à ce moment-là, autrement dit, qui ont 10 ans de moins que celle du Nouvel Hollywood, qui eux vont prendre les rênes du cinéma américain au moment le plus problématique de ce cinéma-là, à savoir les années 60. Ils arrivent, ils ont presque la maturité, ils commencent à être mûrs dans les années 60. Le problème, c'est qu'on est effectivement coincé entre des modèles qui ne fonctionnent plus, et toute une histoire des formes, et même un type de spectacle et de film que les gens ne veulent plus voir, aussi pour voir une nouvelle génération de spectateurs arrive, il faut quand même le dire. Les spectateurs changent, donc nouveaux désirs, nouvelle société, donc il y a évidemment une attente différente du cinéma, et ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, j'imagine que vous connaissez par cœur, n'a pas encore émergé. Et donc, entre ce moment, on pourrait dire, soit 58, 59, disons 60, 67, grande incertitude.
Et ce qui est intéressant, c'est que le Frankenheimer, lui, il va se retrouver à faire son premier film, on est à la fin des années 50, en 59, le film que vous voyez là, Seconde, c'est le 8e film, donc il a déjà de la bouteille quand il tourne Frankenheimer. Pour moi, c'est un des cinéastes encore assez méconnu aujourd'hui en France, y compris auprès de la critique. Il n'y a pas le moindre livre sur John Frankenheimer, alors que c'est sans doute un des cinéastes les plus importants du cinéma américain des années 60, j'irais même, et 70, véritablement. Quand on voit Seconde, on se dit que ça peut être le coup de se pencher un peu sérieusement sur le type qui a fait ce film-là. C'est quelqu'un qui a réalisé juste avant des films extrêmement importants. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais 7 jours en mai, est-ce que ça vous dit quelque chose? Film avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, film génial. Manchurian Candidate, sorti en France sous le titre Un crime dans la tête. Ouais, c'est étrange. Non, tu vas couper, mais attends, mais il faut quand même que je termine parce que après on va rien comprendre. Faut enchaîner avec Rock Hudson. Après, il y a une série de films qui va faire, un de ses plus beaux, c'est Birdman of Alcatraz, avec Burt Lancaster, qui sera un de ses acteurs fétiches, et arrive donc ce Second en 66. Pour faire la genèse très rapide du film, c'est que dans la carrière de John Frankenheimer, on considère que c'est le 3e volet d'une trilogie qu'on a appelée la paranoïa, dans lequel il y a Manchurian Candidate d'abord, il y a 7 jours en mai, et il y a Second, donc 3e volet d'une trilogie. Et il faut dire, avant qu'on passe au cas Rock Hudson, qui est passionnant, c'est que ce film-là, peut-être qu'on peut ne pas s'en étonner d'ailleurs qu'on le voit aujourd'hui, a été un échec public colossal. Hein, alors c'est assez marrant avec Second, parce que c'est un film qui est passé du statut d'échec public à film culte, mais qui n'est jamais passé par la case film classique avec public. C'est un film culte aujourd'hui, hein, qui est adoré par beaucoup de gens, mais qui a été un échec colossal à l'époque. Alors il y a plusieurs raisons sur lesquelles c'est expliqué très longuement John Frankenheimer sur les raisons de les raisons de cet échec-là. Il y en a 2 principales. La première, c'est que Frankenheimer pensait que dans ce film, il manquait un 2e acte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 actes dans le film, mais il manquait un acte intermédiaire. Et l'acte intermédiaire, ça aurait été le moment où John Randolph, qui est donc le personnage d'Arthur Hamilton, se transforme en Tony Wilson. Et selon Frankenheimer, une des raisons pour lesquelles le public a rejeté ce film-là, c'est qu'il ne comprend pas, en fait, pour quelle raison, finalement, Tony Wilson, avant de vouloir se retourner contre la compagnie et considérer que finalement cette nouvelle vie, elle ne vaut rien, il lui manque cette espèce de moment d'adéquation un peu heureux au cours desquels il arrive à Malibu et il ferait corps avec cette nouvelle vie. Ce qui fait que dès qu'il arrive à Malibu, il a tout de suite une crise existentielle quasiment. Et pour Frankenheimer, c'est que non seulement on doit digérer le choc de la transformation physique. Autrement dit, au bout de 30 minutes, on nous dit cet acteur antipotent, ça devient Rock Hudson. Ah ouais. Donc là, il faut que notre cerveau et notre œil doivent s'y faire, et en même temps, immédiatement, en fait, on n'a pas cette espèce de moment d'accalmie dans lequel la vie de Tony Wilson, elle fonctionne vraiment. Donc John Frankenheimer pensait que le fait qu'il n'y ait pas de second acte était un vrai problème, et la deuxième raison pour laquelle Frankenheimer pensait que le film avait été un échec, c'est le choix de Rock Hudson. Alors, on a avec nous Yannou Collard, qui est juste là, et qui va nous dire un mot, parce que Yannou Collard a été... Alors, comment est-ce qu'on peut le dire, Yannou? Vous avez été l'agent de Rock Hudson. Alors, voilà le micro. Voilà. Bonsoir. Il faut parler tout près du micro. Oui, ben, j'ai compris. Oui, Dites-moi bonsoir. un peu. Bonsoir. J'étais... Je sais pas si il faut l'allumer. Pardon. Non, c'est bon. J'étais... Oui, là ça va. J'étais non seulement son amie, mais j'étais son public relation, notamment quand c'est moi qui l'ai fait venir au Festival de Deauville en 1985. Et c'est moi qui ai eu la rude tâche de le renvoyer à sa demande à Los Angeles, après avoir annoncé au monde entier qu'il avait le sida. Voilà. C'était un homme merveilleux et pour moi c'est très émouvant parce que là je le revois comme je l'ai vu lorsque je l'ai connu, parce que je l'ai connu en 76, donc 10 ans plus tôt, à déjeuner chez un autre très grand acteur qui vous ne connaissez peut-être plus et qui s'appelle Danité. Voilà. Et évidemment, quand Rock est revenu en 85 au Festival de Deauville, il avait déjà maigri de plus de 20 kilos et il nous avait dit, parce que personne ne savait qu'il avait déjà le sida, il nous avait dit qu'on lui avait demandé de maigrir pour prendre le rôle qu'il a pris d'ailleurs aux côtés de Doris Day dans Dynasty.
Est-ce que Yann, vous pouvez peut-être nous dire si vous parlez parfois de ses rôles précédents, de son image? Non. La façon dont ce film a un peu abîmé sa carrière à un moment. Il ne parlait jamais de film. Il parlait de ce qu'il aimait. Il aimait beaucoup l'Europe, il aimait la France, il aimait l'Italie, l'Espagne, il aimait manger, il aimait boire. Mais il ne parlait jamais de ses rôles. Voilà, c'est un homme merveilleux et je pense que tout le monde le regrette. Moi, je le regrette beaucoup et de le voir vivant comme ça me bouleverse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Harold Hudson que j'ai pas eu la chance de connaître évidemment. Et donc oui, et Frankenheimer, et beaucoup d'ailleurs, quand on lit les critiques américaines de l'époque, la plupart des critiques pointent cette question-là, à savoir, mais comment se fait-il, comment peut-on une seconde imaginer qu'on va croire à la transformation de Arthur Randolph, cet acteur-là, en Rock Hudson. Et pour la critique, ça a été en fait ça a été, si vous voulez, en fait, une sorte d'explication majeure de l'échec du film. Or, alors après, chacun peut sans doute avoir un point de vue différent. À l'origine, Frankenheimer, il a beaucoup hésité, Frankenheimer. D'abord, il voulait que ce soit le même acteur qui joue les deux rôles, dans sa version simple et dans sa version combinée. Après, il a abandonné l'idée. Après, il s'est dit, alors, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Kirk Douglas de jouer ce rôle-là? Et donc, ils ont fait des essais. Kirk Douglas façon Hamilton au début, et Kirk Douglas façon Wilson. Mais le passage à la deuxième partie accusait beaucoup trop les potiches. Fait qu'on aurait vu plus que ça, quoi. Une sorte d'éléphant man sur Kirk Douglas, ça aurait été ridicule. Et finalement, il se décide à prendre Rock Hudson. En deux mots, pour ceux qui connaissent un peu la carrière de Rock Hudson, il faut bien comprendre le choc que c'est à l'époque. C'est que Rock, non seulement physiquement, on se dit comment l'un même augmenté peut devenir l'autre, mais aussi le choc par rapport au choix de carrière de Rock Hudson, qui jusque-là avait toujours plutôt incarné des hommes, on pourrait dire à la fois forts, sûrs d'eux-mêmes, une sorte de gendre idéal. Rock Hudson, c'est une superstar dans le cinéma américain, 55-65, et c'est vraiment une superstar à ce moment-là. Même, et il a été célèbre notamment parce qu'il est devenu à un moment presque l'acteur fétiche des films de Douglas Sirk. J'imagine que vous connaissez tous les mélodrames de Douglas Sirk, qui étaient déjà eux-mêmes des films qui mettaient en doute le consumérisme de la société américaine des années 50. Si vous connaissez Fassbinder, vous connaissez peut-être ce qui est forcément. Si vous regardez un film comme Tout ce que le ciel permet, qui est un film qui date de 56, c'est un film qui, 10 ans avant Seconds, pointe déjà en fait l'impact du modèle on pourrait dire, de vie de la société consumériste, du fameux rêve américain, qui est un film absolument génial. Mais Rock Hudson, quand il accepte de faire Seconds, c'est donc évidemment un pari ou un risque phénoménal. Alors finalement, le film se fait comme ça. Donc soit on peut considérer qu'effectivement, le passage d'un acteur à l'autre, je dis juste au passage que la moitié des gens du casting dans Seconds sont des gens qui ont été blacklistés dans les années 50. Ce qui veut dire que le Seconds du titre, renvoie aussi à cette seconde chance qui est donnée par Frankenheimer et des gens en particulier à ces gens qui ont été interdits d'Hollywood pendant des années. Leur seconde chance arrive dans les années 60. Will Geer, Jeff Corey, Arthur Hamilton, tous ces gens-là, ils ont été blacklistés et Frankenheimer les sort du placard. Il a bossé avec eux à l'époque de la télévision et il les remet dans le film. Donc le Seconds, il a de multiples lectures. Vous savez que Seconds, ça veut dire à la fois le mythe de la seconde chance. Et le film est quand même une violence inouïe sur le mythe de la seconde chance américaine, mais dans la tête de Frankenheimer, les secondes renvoyaient aussi aux doublures, c'est-à-dire à tous ces gens qui sont notamment à Malibu en Californie, et dont on apprend à un moment que ce sont des secondes, et des secondes, c'est des reborn. C'est tous ces gens qui ont une vie auparavant et qui sont comme lui-même, en fait, des seconds états d'eux-mêmes. Et donc, moi, ce que je trouve génial dans Seconds, c'est que plutôt que de se dire comment est-ce qu'on va croire à la transformation de Arthur Hamilton en Tony Wilson, là où pour moi le coup de génie de Frankenheimer, c'est que justement on n'y croit pas du tout.
Et là, on pourrait dire que cette espèce de choix d'acteur qui ne fonctionne pas, ce choix d'acteur énorme, la transformation en gros d'un homme en son contraire, est déjà un commentaire de Frankenheimer lui-même. À savoir que si quelqu'un qui ressemble à Arthur Hamilton se transforme et devient Rock Hudson, s'il a un peu du jeu, il sent que c'est pas possible de devenir Rock Hudson. Ouais. C'est justement là qu'il y a le poids de la promesse en fait du transhumanisme. C'est-à-dire, c'est proposer, c'est donner l'impression que quelque chose d'absolument incroyable est possible grâce à la science. Je trouve juste qu'il y a quelque chose d'un peu dommage dans les films, c'est la seule en fait. C'est le fait qu'il se voit obligé à signer ces contrats pour sa nouvelle vie, alors qu'il était convaincu tout seul. Mais peut-être que c'était un besoin stylistique en fait, parce qu'on voit ces plans, la Caligari tout décalé avec la femme qu'il est censé violer, on ne sait pas exactement. Peut-être que c'était juste pour faire ça qu'il a utilisé aussi ça. Mais bon, juste moi je crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le moment où tu te dis oui, il a envie d'y aller, il signe le contrat de l'Amérique et il y va. En même temps, il faut penser à ce que dit le patron de la boîte. Comme il raconte en fait au personnage sa propre genèse. Au début, c'est un vrai idéaliste, ce personnage-là, hein, avec un peu étrange qui écoute à demander Arthur Hamilton se confesser, etc. C'est un vrai idéaliste. Il croit vraiment qu'on peut améliorer, justement. Il croit vraiment que le rêve américain est quelque chose qu'on peut offrir à des gens. Et puis à un moment, il va se rendre compte que ce rêve américain, c'est une entreprise qui doit tourner. Et la clé, c'est ça. Et qu'elle doit tourner, autrement dit, il a des raisons économiques, des impératifs économiques qui font que son idéalisme, en fait, bat un peu d'aile. Il est obligé d'en rabattre un petit peu. D'où le fait qu'au moment où Arthur Hamilton va dans cette société-là, il y aurait été il y a 30 ans, il serait tombé sur un patron idéaliste. Là, il tombe sur un fond d'idéal, mais faire tourner la machine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de risque que ce personnage-là, pour des raisons économiques, refuse. Il a été choisi. Donc, il le contraint d'une certaine façon, il est content qu'il vienne, mais au cas où, c'est quand même un vrai truc d'entreprise, au cas où on prend une assurance. Hein. C'est pour ça que ce chantage-là, il se comprend par rapport à ce qu'est devenu le patron d'entreprise, par rapport à ce qu'est devenu son rêve, qui est devenu un pauvre rêve marchand, hein, et non pas par rapport à l'idée de départ, qui peut être une idée plutôt positive, naïve, utopiste. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc à mon avis, après ça donne super à garder, mais je pense qu'il y a une vraie raison scénaristique, enfin, ça s'explique à un moment donné, le fait que l'idéalisme est encore là, si tu y crois très bien, mais vu ce qu'on est devenu, c'est qu'on a une boîte à faire tourner. Donc on ne peut pas se permettre de... On voit bien, et vous avez remarqué qu'en tout cas, dans la vraie vie et dans les films, transhumanisme, ça rime avec capitalisme. C'est transhumanisme, ça rime avec capitalisme. Et on voit, et là on peut enchaîner avec la deuxième question, on voit que vous avez vu, quand il commence à chercher cette adresse mystérieuse qu'il a donnée, il arrive à une sorte de boucherie. Et là, la façon de filmer la viande, c'est la façon, le fait qu'il est transporté dans un camion enfermé comme un morceau de viande, là, ça nous montre déjà son destin en fait. Le fait qu'il a commencé à faire il a intégré une usine en fait, où lui, il est le produit. Pour le transhumanisme, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a une promesse derrière, on dit vous allez devenir quelque chose, mais en fait, on est juste l'objet du travail. Et une fois que cet objet ne fonctionne plus, une fois que cet objet est épuisé, il est recyclé, comme on le voit dans le film. Peut-être que là, on peut enchaîner justement avec cette question, je parlais tout à l'heure de Frankenstein. Je crois que c'est clair, mais on peut peut-être analyser un peu comment ce film parle de Frankenstein à au moins deux niveaux, je pense. Je te laisse commencer peut-être. D'abord, juste pour repartir sur ce que tu disais sur la question sur la façon dont il débarque à la l'esprit, etc. Pour moi, c'est une idée de génie, évidemment, à la fois du scénario de Cariano, parce que le roman, le film est quand même adapté d'un roman d'Aliéli, de ce type de science-fiction, il faut le dire. C'est pas un scénario original. Et évidemment, ce qui est formidable, on pourrait en parler des heures, de la façon dont Arthur Hamilton arrive dans cette espèce d'entreprise et à la fin va se retrouver transformé. C'est qu'il y a deux étapes en fait. C'est quand même la boucherie à la pressing, ce que je trouve intéressant.
intéressant, métaphoriquement c'est très très beau, c'est le moment où on va enlever les tâches, hein, c'est le moment de la tabula rasa, hein. Le nettoyage. Le nettoyage, on va le nettoyer. De quoi? C'est la vraie question. On va le nettoyer d'un truc qui finalement, dont il va se rendre compte que c'était extrêmement précieux, à savoir une mémoire, un passé, des gens avec lesquels il ne pourra pas se reconnecter. Et ensuite, il y a effectivement la question de la boucherie et de la viande. C'est une idée géniale, pour moi, pour deux raisons. La première, c'est que ça introduit l'idée que si Arthur Hamilton passe d'une rue de New York, enfin là c'est d'une rue de New York directement à la boîte, on se dit oui, mais c'est quand même des boîtes très particulières, il faut avoir un accès particulier, etc. La façon dont il fait surgir cette espèce de monstre corporatiste sans visage, invisible, par des petits rouages fort sympathiques du commerce old school, c'est génial. Hein, ça veut dire que derrière le petit pressing, derrière la petite boucherie fort sympathique, parce que vous vous rendez compte, entre le pressing et la boucherie, à chaque fois on augmente de taille, jusqu'à la boîte. Hein, cette idée que finalement, en fouillant bien derrière ces petites structures qui ont l'air sympathiques, les mecs là au pressing, ont l'air gentils, ils ont des Marcel, ils ont des blocs, ils n'ont pas l'air hyper agressifs, on ne se dit pas qu'il faut avoir peur de ces gens-là. Oui, mais ils font partie de cette espèce de même système, on pourrait dire capitaliste, qui va produire en fait cette grosse entreprise unique. Donc l'idée est par rapport au fait que Arthur Hamilton aura pu arriver dans la boîte directement, cette idée elle est géniale. Et l'autre idée géniale, c'est évidemment la façon, comme tu le dis, de la marchandisation, hein, cette idée que le personnage, il rentre comme un humain et il ressort comme un produit, évidemment. Et la question du corps, c'est que c'est aussi un film, vous avez vu le générique de Saul Bass, incroyable, qui va chercher, en fait, il tente de pénétrer à l'intérieur même de la chair qui rend le corps presque désagréable de cette façon. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence-là, elle commence avec Arthur Hamilton qui transpire, parce que vous remarquez que pendant la façon dont John Frankenheimer transpire tout le temps, toujours filmé en grand angle, il faut quand même dire que la première partie, ce qui est génial dans la mise en scène de Frankenheimer, et du chef-op, James Wong-Ho, chef-op à qui on doit beaucoup aussi quand même dans le film, mais ce qui est génial, c'est que la première partie, elle ne montre que des choses ordinaires. En fait, un homme et sa femme, il prend le train, il vient le chercher au boulot, il rentre. Mais disons que ça ne raconte que des choses ordinaires ou tragiquement ordinaires, mais montrées de façon monstrueuse. Hein, c'est que disons que en fait, Frankenheimer réserve la normalité, hein, en un seul mot, à la normalité en deux mots. Et en fait, traite au contraire toute la séquence avant la toute fin, à Malibu, la Californie, etc., comme quelque chose de totalement normal, alors c'est quelque chose en réalité de complètement monstrueux. Cette espèce de décalage entre ce qui est montré, la façon dont Frankenheimer le montre, fait en l'origine du film. Et puis on arrive évidemment au moment de cet endroit un peu corporel. Pour moi, l'idée de génie de cette séquence-là, indépendamment d'arriver, le pressing, la façon dont le corps commence déjà à être envisagé comme une marchandise, etc., c'est évidemment le coup de la cuisse de poulet. La cuisse de poulet, alors je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du transhumanisme, non, la cuisse du poulet. La cuisse de poulet est géniale parce que vous vous rendez compte à ce moment-là que, évidemment, on a préparé cette espèce d'arrivée. D'ailleurs, pour ceux qui... Le film est contemporain d'un film auquel on peut souvent penser, je ne sais pas si c'est un film européen. Tout le monde dort. Si, de Terry Gilliam. Non. 65, non, je pense pas. Non. Ah, tu penses à Brésil? Non, ça c'est 85. Ah ouais, non, un film auquel on peut penser ces répulsions de Roman Polanski. Ah oui, la trilogie. Hein, bien sûr. C'est un vrai détail polanskien, ça. Hein, c'est le coup du poulet. C'est-à-dire que cette espèce de détail qui à la fois fait tâche dans le cadre, qui ne prend pas vraiment de devant, mais qui rend tout inconfortable. La discussion, elle est rendue inconfortable, en grande partie parce que ce type dit que le poulet, il est crispy, quoi. Et il est en train de manger son espèce de cuisse, etc. Ça, c'est un vrai détail polanskien. Enfin, juste après, on parle de Frankenstein. On a juste oublié de dire que les années 60, aux États-Unis, dans le cinéma américain, pris dans l'entre-deux dont on parlait entre le cinéma classique et les boîtes d'Hollywood, c'est aussi un cinéma américain qui se cherche, d'un point de vue formel, il se dit, mais comment est-ce qu'on peut se réinventer puisque, bon. Et une des grandes influences du cinéma des années 60, c'est américain, c'est l'Europe. Hein, il ne faut pas oublier que le film que tourne Frankenheimer avant, c'est Le Train, avec Burt Lancaster, Michel Simon, appelé sur le générique Michael Simon d'ailleurs, Jeanne Moreau, etc. Il vient de tourner en France Le Train. C'est aussi le moment, les années 60, c'est le grand moment, évidemment, l'influence gigantesque des films d'Antonioni, hein, il faut quand même le redire, des films d'Alain Resnais, et Frankenheimer, il est devenu très client du cinéma européen, comme beaucoup de cinéastes américains à cette époque-là, et en fait, ils vont chercher, en fait, à l'étranger aussi, une certaine façon de raconter les choses et même une forme d'affirmation stylistique extrêmement forte. Mais contrairement à des cinéastes des années 60, je pense à des gens comme Robert Hossein, par exemple, quand il fait Lilith,
Je pense à Arthur Penn quand il fait Mickey One, qui sont tous des films de l'aliénation, de la paranoïa. D'Emilia Colwalker aussi, hein, D'accord. d'Emilia Colwalker. Oui, absolument. On est bien comme à la main. On est sur le moment où le cinéma américain il est obsédé par des questions qui traversent tous les films. La question de la schizophrénie, la question du malaise existentiel, de l'inadéquation, on pourrait dire, du personnage avec un modèle de société qu'on lui vend comme idéal, mais en fait qui ne fonctionne pas, une sorte d'attaque d'une certaine façon de la virilité, la question de la conspiration et de la paranoïa. N'oublions pas qu'on est sur la queue de on est sur le moment de guerre froide de l'histoire du cinéma américain, et que Frankenheimer a tourné avant Manchurian Candidate, qui est aussi un film non pas sur le changement de corps, mais presque, mais sur le lavage de cerveau. Et d'ailleurs, le psychiatre qui à la fin lui dit bon, bah, vous êtes peintre, voilà ce que vous allez être, etc., c'est le même qui lavait le cerveau de Laurence Harvey et de Frank Sinatra, Zittig, dans Manchurian Candidate en 62. C'est intéressant que Frankenheimer s'autocite en disant que c'est intéressant, ce type, on a un psychiatre, mais ce qui est génial dans le film, c'est la façon dont tous les personnages qui sont à des endroits sont tous un peu décalés. Zittig, comme psychiatre, on a du mal à croire complètement à ce qu'il est. Pareil pour le patron d'entreprise, il y a toujours un micro-écart. Et d'ailleurs, Zittig va lui dire à un moment donné, vous allez être peint, c'est ce que vous vouliez, avec ce moment terrible quand même où Rob Hudson arrive devant la toile et se rend compte qu'entre vouloir être peint et être un bon peint, c'est un truc terrible. Parce que c'est tout le monde ça. Tout le monde avait, moi j'aurais pu être peintre, j'aurais pu être pianiste, etc. Vas-y, prends une toile et on l'a. Là, il y a deux choses dans cette scène, en fait. C'est assez triste, c'est assez tragique, c'est assez pathétique. Il essaie de se copier lui-même. Il voit les tableaux qu'il est censé avoir fait avant, et il essaie de se copier, et il n'arrive pas à se copier. Donc il est deux fois vide, en fait. Il s'est vidé de sa vraie vie pour passer à un rêve complètement du soir, et ce rêve du soir ne fonctionne pas, et il est absolument rien dedans. Et juste, j'avais rien dit au poulet, parce qu'en fait, pour moi, les poulets, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais pour moi, les poulets, c'est clairement les vendeurs est en train de manger son client. Le poulet, c'est lui. En plus, il lui parle de cadavre. Oui. Et tout en mangeant le poulet, c'est-à-dire tout en mangeant les clients, il arrive à lui vendre cette produit. Et sinon, on peut passer à Frankenstein. Ah oui, faut pas dire ce que tu veux. Non, il y a juste une dernière chose que je voulais dire quand même, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, on ne comprend rien au film si on n'a pas en tête le panorama vertical horizontal. Il y a un film, à mon avis, avec lequel dialogue beaucoup secondes, indépendamment d'autres, Frankenheimer, et même y compris Frankenstein, c'est Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel. 56. Il faut avoir qu'il y a un film. En fait, je dirais même qu'il y a deux films avec lesquels dialogue secondes, qui sont les deux grands films, à mon avis, deux parmi les plus grands films des années 50, en tout cas qui ont été des matrices, qui ont produit un cinéma énorme, un genre à eux tout seuls. C'est d'un côté Body Snatchers de Don Siegel, et de l'autre Kiss Me Dead de Robert Aldrich. 54. L'un fondé sur la question de la paranoïa et de l'entropie, l'autre fondé sur la question de la doublure du formatage. Film de la guerre froide totalement, on est dans cette espèce de moment-là. Alors Frankenstein, il faut peut-être dire les titres français. J'ai lu L'invasion du fondateur de Sépulture. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de profanateur. Quatrième vitesse. Qui suit une vitesse. Non, mais il faut respecter le public. Mais on peut être surpris. D'accord. Alors, donc, en quatrième vitesse, Robert Aldrich, 54. Alors, Frankenstein, moi, ce que je trouve passionnant dans la question du mythe Frankenstein, c'est qu'en fait, d'un point de vue, et après, oui, je te laisse parler sur la question transhumaniste là-dessus, il y a quelque chose qui est passionnant quand vous regardez Seconds, et c'est quelque chose qui, à mon avis, a sans doute heurté l'œil du spectateur à l'époque, et les exécutifs des studios, et peut-être même encore aujourd'hui, c'est la dimension, on pourrait dire, totalement patchwork du film. Quand vous regardez ce film-là, vous ne savez jamais à quel moment, à quel genre le film appartient. À aucun moment. Ça commence, la séquence à Grand Central à New York, elle est incroyable. On se dit, si le film est tourné comme ça pour 1h45, ça va être chaud. Avec ce type qui est d'ailleurs, chose qu'on comprendra par la suite, c'est l'homme qui cherche un remplaçant. C'est très très beau. C'est que, disons que c'est la victime exténuée du capitalisme qui est en train de chercher sa proie qui croit encore. C'est un moment génial. Et donc le film commence avec une espèce de séquence très paranoïaque, extrêmement anxiogène, super partition de Jerry Goldsmith, qui dit ça au passage. Et puis ensuite on se retrouve dans un moment quasiment soap opéra. L'homme et sa femme, elle essaie de coucher avec lui, je veux pas, vraiment la petite vie de la classe moyenne américaine. Donc c'est presque pas vraiment la classe moyenne, mais on va parler après. Les banquiers, Ah oui, les banquiers, les banquiers.
Oui, mais bon. Alors, et donc il y a ça. Après, on a presque, quand il arrive dans la boîte, on est presque dans une sorte de, finalement, de comédie ironique. Ça pourrait être presque une sorte de Billy Wilder sous acide, d'une certaine façon. Ensuite, on a de la science-fiction, c'est-à-dire que la séquence frankensteinienne, hein, au moment où on va faire l'opération sur lui, entre parenthèses, c'est une vraie opération qu'a fait John Frankenheimer, à ce moment-là avec son équipe, qui était un homme qui était opéré du nez. C'est ni Arthur Hamilton qui est sur la table d'opération, ni quelqu'un d'autre, c'est une vraie opération. Et à l'époque, ça a dégoûté beaucoup de spectateurs, ça, parce qu'en réalité, c'est pas du sang, c'est pas du faux sang, c'est réel. Donc, on a un moment de science-fiction. On a eu le rêve avant, qui est un moment kafkaïen. Par moment, on a le sentiment de voir, oui, une sorte de Douglas Sirk en noir et blanc. Après, on passe dans le procès d'Orson Welles. Le film est quand même très sous influence d'Orson Welles, évidemment. Vous avez vu la façon dont il cadre les cadres des plafonds, marque de fabrique d'Orson Welles. Les cadres des plafonds dans l'appartement d'Arthur Hamilton, par exemple, l'homme est toujours écrasé dans son quotidien domestique. Il n'est pas écrasé, etc. Il est écrasé par la focale, toujours en grand angle, et écrasé systématiquement par les plafonds. Ou le fait que la caméra ne se tient jamais à une distance confortable des sujets. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et c'est ce que cherche évidemment Frankenheimer, c'est qu'on est toujours dérangé, parfois par les visages, par plein de choses, mais y compris par le positionnement par rapport au langage classique américain qui tend à invisibiliser ou à trouver la bonne distance avec la distance agréable, hein, s'il doit en avoir une, avec juste, le juste, enfin, pas moralement, mais juste, voilà. Pertinente. Là, pas du tout. On sent qu'il cherche toujours l'angle, qui cherche l'anormalité de ce qu'il est, ou le décalage par rapport à ce qu'il est en train de filmer. Et donc, on pourrait dire que le film est comme une sorte de, et pour le coup, est comme une sorte de Frankenstein. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il est constitué de différentes parties, comme le corps de Frankenstein. Hein. C'est un patchwork totalement fragmentaire. Et d'ailleurs, dont on peut se demander, moi j'adore le film, mais si je prends le point de vue d'un ennemi possible, je me dis, mais en fait, c'est un film qui conduit à une impasse esthétique. C'est-à-dire que peut produire ce gonze? C'est une vraie question. C'est-à-dire que je pense que la monstruosité en fait, du film, qui est très productive, en fait, elle s'arrête avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'après-seconde. C'est pour ça que ça en fait un film totalement à part, complètement célibataire, inclassable, hein, monstrueux au sens propre du terme, parce que c'est un film qui, en réalité, n'a pas de descendance. À la différence de Body Snatchers, qui a refusé le cinéma américain a pu finir, ou d'autres films évidemment. Dans le cas de Seconds, on a l'impression que quand le film se termine, plus jamais on reverra quelque chose comme ça. Juste, tu as parlé de Kafka, et en effet, il y a plusieurs choses qui font penser à Kafka, surtout Orson Welles, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois, quand il va signer son contrat, on les filme comme ça, et à un moment donné, il y a un mouvement de caméra, et on voit qu'il y a quelqu'un derrière lui. Qui était là. C'est le vieux, c'est le propriétaire de la boîte. On n'avait pas vu ces personnages entrer. On est dit parle, et voilà, on les filme, on les voit. Ça, c'est Kafka. Ça, c'est exactement le procès, c'est-à-dire un personnage qui rentre dans une chambre, qui se met à parler avec quelqu'un, et qui à un moment donné, hop, il y avait quelqu'un derrière moi, pendant tout ce temps-là. Voilà, ça fait revoir toute la scène, et ça fait un choc, c'est ce qu'on appelle en littérature, c'est le choc kafkaïen, c'est le fait qu'il t'attrape d'ici et il te dit, bah, voilà, penser savoir ce que c'était la réalité, et bien c'était pas ça. Il y a autre chose et ça fait revivre complètement la scène. Donc oui, voilà, je pense que le film en soi, c'est un Frankenstein, c'est un film, c'est un collage. Il y a aussi une partie contre-culture qu'on voit très bien dans la fête un peu très années 60 finalement. Oui, bien sûr. Mais aussi, bien sûr, il y a la fabrication de cet homme. Alors, la différence avec Frankenstein, c'est le fait que Frankenstein reste un monstre. Il ne dépasse pas ses caractères monstrueux et donc il ne peut pas être accepté par les autres. Ici, c'est plutôt réussi l'opération, mais la partie monstrueuse reste plutôt à l'intérieur. Alors que Frankenstein était plutôt sympa. Il était énorme, il n'avait pas de mal dans son cœur, etc. Là, c'est plutôt lui en fait. C'est l'éthique spirituelle de cet homme qui fait qu'il soit un monstre. Et si je disais au début qu'il était le transhumanisme idéologique plutôt adolescente, je pense qu'on le voit très bien dans le fait qu'il arrive à se construire une nouvelle vie, mais très très vite, il s'est dit, ah bah non, je vais une autre, je vais recommencer. C'est l'idée qu'on a eu peut-être tous à un moment donné, de se dire, voilà, j'aurais bien réveillé dans l'arrière pour faire mieux, mais lui, il a tout changé, il a tout abandonné sa vie réelle pour un rêve absurde qui ne fonctionne pas. Là, il y a un caractère fondamental du transhumanisme, c'est le caractère réactionnaire, la négation de la société.
Vous avez peut-être identifié aussi, il y a 2 ou 3 fois qu'on insiste sur le fait que vous allez devenir très bien, vous allez devenir parfait, vous avez besoin de personnes. Il y a toute la société, ce n'est pas l'homme qui habite dans cette société, c'est la société qui est en fonction de lui. Quand il arrive à sa nouvelle maison, par exemple, on voit bien que tout le monde est là pour lui faire plaisir. La réalité entière du monde est en service de cet homme-là. Bah, le rêve transhumaniste, c'est un peu ça. Il n'y a plus de société, il n'y a que des individus autosuffisants et donc qui ont besoin de personnes. Peut-être pour passer à un autre sujet, je le dis pour le temps. Juste te dire un mot là-dessus. En fait, quand tu parles de ça, ça me fait penser pas un descendant possible, parce que ça ne voudrait rien dire, mais je pense à un film comme Truman Show, par exemple, de Peter Weir, pour ceux qui l'ont vu parmi vous, était aussi un film qui travaillait. Non, mais moi, il y a quelque chose que je voulais juste te dire par rapport au propos de Frankenheimer lui-même. C'est que, après, Second, c'est un film qui a resitué dans la carrière de Frankenheimer, à la fois dans les films qu'il fera. Est-ce que c'est un film qui est cohérent par rapport au film qu'il a fait avant et qu'il fera après Reconstruit? Et est-ce que c'est un film en fait qui raconte d'une certaine façon cette espèce de doute de la société américaine de l'époque, qui sait ce qui ne marche plus mais qui ne sait pas encore, qui n'a pas encore en fait cette matière à laquelle elle va adhérer en partie, minoritairement, mais dans la mouvement symbolique très fort, à la fin des années 60, le fameux de Hollywood. Et ce qui est intéressant, c'est que Frankenheimer a beaucoup commenté ces différents films et secondes, et il disait, à titre personnel, il disait, moi je ne crois pas en fait qu'on puisse se changer à l'intérieur d'une société. Autrement dit, il ne faut pas refuser la société dans laquelle on est. C'est intéressant parce que ça anticipe sa question du nouvel Hollywood, du fait que la bacchanale, la fête du vin sera une vraie fête qu'ils ont vraiment filmée. En fait, il a filmé là aussi comme un truc, comme une sorte d'impasse et comme un truc dégénéré. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu le filmer comme quelque chose d'un peu très hippie. Ça va être formidable. Là, ce moment, en plus, ce moment où il se débloque totalement. Rock Hudson est nu, alors là c'est parti, il va enfin pouvoir Reborn. Et ça ne marche pas. C'est même au contraire le passage par cette espèce de ce que lui désigne comme déjà une illusion contre-culturelle, qui le fait plonger encore plus fort. Et je pense qu'il y a une sorte de pression de Frankenheimer extrêmement forte là-dessus, à savoir que quand vous regardez les différents films de Frankenheimer, c'est toujours des films qui ont mis très souvent d'ailleurs en scène des individus face à une société qui ne veut absolument pas qu'eux-mêmes changent, qu'eux ont l'illusion de pouvoir la changer. Pour moi, il y a un film qui est génial là-dessus, c'est Le prisonnier de Alcatraz. Je ne sais pas si vous avez tous vu ce film tiré de cette espèce d'homme qui a passé, Robert Strode, qui a passé 53 ans en prison, a terminé sa vie sous les barreaux à Alcatraz, qui finalement a conjuré l'enfermement, sa vie c'est quand même des barreaux, par l'élevage d'oiseaux et finalement la découverte de maladies extrêmement rares, etc. Pour moi, c'est peut-être le chef-d'œuvre de John Frankenheimer. Et ce qui est intéressant dans Birdman of Alcatraz, c'est que le personnage de Burt Lancaster, c'est le contraire du personnage d'Arthur Hamilton. C'est-à-dire que dans ce monde, le personnage, il comprend tout en décalé. C'est-à-dire qu'au début, il veut croire aux règles, je veux changer de vie, je veux dire avec ma femme ça ne marche plus, ma fille je ne la vois pas, j'ai une vie routinière, je vais pouvoir renaître. Sanctionner, considère qu'il ne voit pas le fond en fait qui manque en elle et qui considère qu'en changeant de surface, on change de fond. C'est un film très très beau sur cette question-là. Et puis ensuite, évidemment, la surface, Hudson se dit ouais, mais moi j'ai un fond, les gars. C'est fini, non? Maintenant, il n'y a plus de la surface. Il dit mais moi je suis Arthur Hamilton, j'ai une femme, j'ai une fille, j'ai un neveu, etc., etc. Et donc la négation du passé. Et donc, la différence avec le film Birdman of Alcatraz, c'est que Burt Lancaster, c'est le contraire. C'est que c'est quelqu'un qui est mis dans une prison, qui, comme Arthur Hamilton, on pourrait dire, il va tout faire pour en sortir. Il va se rebeller contre sa condition de prisonnier. Et en fait, à aucun moment dans le film, qui fait quand même 2h25, Burt Lancaster va essayer d'être libéré. Il se dit dès le départ, ma situation, c'est ça. Mon état, c'est être prisonnier. C'est ce qui rend fou le directeur joué par Bernard Arnault dans le film. Et il va rester 53 ans de sa vie dans cette prison et trouver une forme de sérénité. C'est ce que raconte Frankenheimer. C'est qu'autrement dit, on trouve la sérénité quand on trouve sa juste place dans une société qu'on n'a pas forcément voulu. Alors que Arthur Hamilton,
lui, il est pris par un mélange entre des midi, etc. Il croit exactement le contraire, et c'est le film, peut-être un des films les plus pessimistes de Frankenheimer, où il a filmé finalement l'hypothèse noire, ce à quoi lui ne croit absolument pas, à savoir le parcours d'Hamilton. Lui, il est dans la monastère dans Cléopâtre d'Alcatraz. On trouve sa sérénité quand on arrive à négocier avec une réalité contre laquelle en réalité on ne peut rien. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre rapport à cette réalité-là. Alors que lui, il veut changer la réalité. Il échappe de la réalité. Sinon, justement, un autre sujet, c'était celui, j'ai dit tout à l'heure, la classe moyenne. Le personnage, il est marqué, il va être président de la banque, quelque chose comme ça, non, je me rappelle bien. Là, je pense que c'est très important. Ça nous montre que les problèmes de ces personnages ne sont pas du tout économiques et que, du coup, on peut insister plus sur la partie, disons, morale, éthique du sujet, parce qu'il n'est pas en difficulté économique, matérielle, concrète. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, justement, c'est un rêve qui se trace dans les films, c'est un rêve des années 50 aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y avait une confiance énorme aux nouveaux appareils. À un moment donné, la femme du film dit, quand elle raconte un peu sa vie, dit oui, j'avais pour mes appareils, un peu électroménager, je ne sais pas quoi, ça aujourd'hui, ça me semble assez nul, mais en fait, cette époque-là, on proposait que cette technologie allait libérer l'homme, c'est comme on pense encore aujourd'hui, avec un décalage. On nous dit que les robots ils vont commencer à faire le boulot et que nous, on va aller à bouquiner. Ah ben là, on fait que travailler de plus en plus. Les robots sont toujours là. Il n'y a plus de chômage, etc. Ça va pas. Ce qu'on voit aux États-Unis dans cette période, c'est justement ça. C'est une montée de la frustration, ça a été appelé par les sociologues, la fatigue d'être soi. Je pense que là, les personnages incarnent exactement ça. Il est fatigué d'être lui-même parce qu'il dit d'une façon, c'est assez violent dans la première partie du film, quand il essaie de s'accrocher à quelque chose dans la vie, et en fait, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, c'est parce qu'il ne sait pas les voir, en fait. Parce qu'il ne sait pas interpréter ça, il ne sait pas parce que vraiment c'est nul. C'est nul par rapport à les standards du libéralisme économique qui veut que tu sois en plus de riche, toujours beau et toujours jeune, etc. Et c'est là qu'on voit aussi, je pense, un fondament du transhumanisme qui essaie de proposer. Un, on ne va plus être malade. Deux, on ne va pas avoir de douleur. 3, on ne va pas vieillir. 4, on ne va pas mourir, justement, parce que la nanotechnologie nous propose de réparer chaque cellule, etc. Et c'est là, dans ces rêves, qu'on peut... Non, je dis que tu termines une ou deux questions rapides et après on continue à parler au bar. Ok, on peut le faire tout de suite. J'allais juste... En effet, c'est cette proposition, c'est cette illusion complète que on veut tout changer, qui signifie en fait juste échapper à la réalité, échapper de la société et devenir une sorte d'atome, personne qui est autosuffisante. On passe que c'est ça. Oui, bonsoir. Pour les références européennes, je pensais aux yeux sans visage de Franju, déjà dans le générique, puis après avec l'opération. Et puis il y a, par les descendances, en fait, il y a un film américain de 2015 où Ben Kingsley devient Ryan Reynolds. Et en voyant ce film, j'ai l'impression que ce film, Renaissance au pluriel, c'est le remake inavoué de Seconds. C'est une sorte de métapsychose. Et je préfère celui-là, l'autre est beaucoup plus blockbuster. Puis il y a un autre film, mais que j'hésite à citer, parce que ça dévoile, mais qui est 2017. En voyant l'affiche, on pense à un thème très fort aux États-Unis, puis en fait, ça rejoint ce film. Mais bon, je n'en dire pas plus. Et sinon, est-ce que vous connaissez Aubrey de Grey? C'est un chercheur britannique, justement, qui pense qu'on peut vivre éternellement, et qui fait des recherches sur les cellules, et qui pense que les cellules, on peut les réparer. Qu'elles meurent. Là, il y a plusieurs années sur la Silicon Valley, ils font beaucoup d'argent, mais beaucoup de financement. Enfin voilà, Aubrey de Grey me paraît très sérieux, d'autres m'ont l'air plus farfelus, mais lui pense qu'on peut réparer les cellules. Donc ça rejoint ce thème du transhumanisme. Merci. Je pense que la question pour répondre au point de vue de cette idéologie, justement, le problème, c'est qu'il se pose la question justement de la possibilité. Est-ce que c'est possible? Il ne se pose pas la question de ne pas faire. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Est-ce qu'on peut avoir un sixième doigt? Ah oui,
Tiens, il y a des vidéos, hein, il y a un survélicant absurde avec un doigt de plus, et dans la vidéo même qui essaie de vendre les machins, il y a quelqu'un qui joue la guitare. Et il joue surtout avec les 6e doigts. Du coup, il n'utilise pas 2 ou 3 qui déjà. Non, pas vraiment, mais c'est voilà, juste un gadget. Voilà, c'est là que ça rejoint le réalisme écologique. Merci infiniment d'être là ce soir, et puis c'est vraiment passionnant, je pense qu'on pourrait continuer encore quelques heures. Mais on va pas référence. Oui, Arrêtez-vous là, si, je viens d'avoir l'idée. Vous avez pensé, lors du rêve, là, que vous avez fait référence à Kafka, mais juste avant, je crois, Carlos, que vous avez fait référence à Caligari. Ah oui, Caligari. Ok, très bien. Merci. Vous savez tous Caligari. Robert Vienne, 1919. Très bien, peut-être un grand film expressionniste avec des perspectives complètement décalées, qui est aussi un monde un peu de cauchemars, de rêves, etc. Je veux juste dire quelque chose, c'est pas une question, mais j'ai quand même sur la séquence de fin. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris le dernier plan du film. L'homme avec le bébé. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que cette image? Qui parle? Ah, c'est vous. Ouais. Je pense que c'est Robertson qui se voit au moment où il était heureux, et il D'accord. est heureux sur la plage. Avec Ok, alors ça c'est votre lecture. Il y a une autre. Au contraire. Il aurait aimé peut-être vivre. Ok. Non, je dis ça parce que je sais pas, je ne déterre pas la vérité là-dessus. C'était juste pour raconter la jeunesse de ça. C'est qu'en fait, John Frankenheimer avait tourné des séquences, notamment une séquence qui pour lui était capitale. C'est qu'avant le retour de Rock Hudson, de Tony Wilson Hamilton, chez sa femme, qui pour moi est une des plus belles séquences du film, entre parenthèses, cette séquence-là, quand il va voir sa femme, qu'à la fin, bon, ça aussi. On va pas en parler, mais c'est une séquence qui est très très belle parce qu'évidemment c'est tout ce qui arrive, mais trop tard évidemment. Avant cette séquence-là, Frankenheimer a tourné une autre séquence qui était que Arthur Hamilton, avant d'aller voir sa femme, allait voir sa fille, celle dont on entend parler de temps en temps, et sa fille avait une petite fille. Et donc il allait voir sa fille, son gendre et la petite fille. Et donc c'était une longue séquence qui se déroulait sur la plage, et cette séquence se terminait avec le gendre, autrement dit le mari de sa propre fille, qui prenait sa petite fille sur les épaules et qui s'éloignait comme ça au fond sur la plage. Et alors, Frankenheimer a longtemps regretté qu'on passe si abruptement en fait à la femme. Il aurait aimé que cette séquence soit intégrée, mais à l'époque il bataillait, le studio n'aimait pas le film, il trouvait ça trop long, enfin il fallait en finir, quoi. Il fallait que le film soit le plus court possible. Vous savez, à Hollywood, quand on ne sait pas quoi faire avec un film, on dit plus court. C'est toujours la même chose. Hein. Et généralement plus on coupe, moins c'est bon. Bon, c'est toujours la même chose. Et donc, cette séquence-là, il a utilisé quand même le tout dernier plan du film, et ce qui fait que, ce qui est assez beau, c'est que c'est finalement les restes d'une séquence qui a été tournée, mais qui a été supprimée au montage, qui ne montre pas du tout le personnage de Rock Hudson avec sa petite fille, mais votre lecture, elle est tout à fait juste, c'est-à-dire que, comme on ne comprend pas d'où ça vient, on doit penser, en fait. On doit penser qu'au moment de mourir, parce qu'il va quand même, enfin, sauf erreur de ma part, à la fin, il ne termine pas au McDo, quoi. Donc, à la fin, il termine au McDo. Il termine au McDo, mais à la mauvaise place, quoi. Entre deux tranches de pain, avant de mourir, il a cette espèce de dernière pensée. Hein. C'est vraiment la dernière. Et cette dernière pensée, c'est le moment où il accède la fameuse Hunter Key dont il parle à certains moments, la clé qu'on a en soi et qu'on n'a pas tournée, qui est le viol fantasme de chacun pense. Chacun pense qu'au fond de soi, il y a 20 clés encore à tourner. Hein. Et en fait, la seule clé qu'il n'a pas tournée, qui était la seule clé importante, c'était le fait de s'adapter à cette société, à cette famille, et de comprendre le rapport qu'il avait avec sa femme et ses enfants. Et ce qui était précieux là, c'était pas la vie de peintre, c'est pas la jeunesse, c'est pas cette espèce de rêve capitaliste, c'est tout ce qui était précieux, comme dans une nouvelle d'Edgar Poe, il l'avait sous les yeux. Et à la toute fin du film, au moment de mourir, en fait, c'est lui. Alors c'est pas lui, en réalité, parce que c'est pas lui qui était tourné, mais c'est évidemment ce personnage qu'on voit, et on est forcé de penser que la dernière pensée de ce personnage-là, avant de mourir, c'est évidemment cette espèce d'Éden, en fait, disparu ou perdu, auquel, parce qu'il a fait tout ça, il n'a pas pu avoir accès. Alors, juste, merci. Bon, Non, mais merci à vous. on va continuer à discuter. Juste, n'oubliez pas, notez dans mon agenda joli. Les 1er mars, on va voir des courts-métrages
chose que moi rarement au cinéma, des courts-métrages en salle, et on a ici sa gorge Gabriel Pelliot, des courts-métrages politiques, d'archives qui sont très intéressants, j'ai envie de dire très pertinents par rapport à ce qui se passe en France 2030. Merci beaucoup.